Bonjour à tous, bon dimanche et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû la publier hier, mais j'ai eu plein d'aléas qui se sont accumulés d'un coup, qui ont fait que ça a été absolument impossible. Ma journée de samedi a été absolument effroyable. Donc je vous fais ça dimanche, voilà. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On va se faire un petit topo sur l'action de prix à court terme du BTC, sur l'action de prix à long terme et le positionnement cyclique du marché, et ensuite on va regarder un peu où se situent et où s'orientent les flux de capitaux dans le marché. Une méthode qu'on a depuis un petit moment, on regarde ce qui se passe dans l'actu, on dézoome un peu pour mettre du contexte, et ensuite après on regarde un peu les potentielles réactions et les potentiels sujets tiers qui peuvent nous intéresser. On va se lancer tout de suite avec un graphique que vous connaissez déjà. Peut-être que les nouveaux le connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver sur Cryptos Academy, donc je vais quand même en parler rapidement. Mais ici on a deux données, on a le prix du Bitcoin en noir et on a en rouge le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme qui symbolise un peu la moyenne du marché sur le court terme, voire très court terme. Lorsqu'on est au-dessus, eh bien, le comportement des investisseurs à court terme va être un comportement haussier d'achat où il y a de la confiance, avec des périodes de prise de profit lors des pics haussiers les plus volatiles. Et on va avoir à l'inverse un marché à court terme qui va être plutôt hésitant, plutôt vendeur, plutôt pessimiste et qui va atteindre des points de capitulation et de prise de perte très importants au niveau des périodes de volatilité baissière. Donc vraiment ce seuil sert de frontière entre les tendances haussières à court terme et les tendances baissières à court terme. Et lors des tendances haussières, donc on a tendance à voir cette zone servir en tant que résistance, le prix rebondit dessus, c'est exactement ce qu'on veut. Lors des tendances baissières par contre, cette zone peut agir en tant que résistance. Et regardez ce qui est en train de se passer. Aux alentours des 98 $ se situe actuellement ce niveau. Et pour le moment, le cours du BTC, malgré une année 2026 qui commence à être haussière avec le franchissement des 95 000, n'a pas encore réussi à récupérer ce niveau et pour l'instant bute dessus. Donc c'est quelque chose de très intéressant qui va, je pense, être résolu d'ici la semaine prochaine. Si on arrive à passer au-dessus des 98, même qu'on va chercher les 100, 105, je développerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo, eh bien on aura quand même de très très bonnes chances d'avoir une inversion complète de la tendance baissière qui est en cours depuis octobre. Donc pour l'instant c'est très prometteur, mais ce niveau n'a pas encore été franchi, quelque chose d'assez intéressant quand même. Au niveau du comportement des investisseurs à court terme, on peut utiliser le STH SOPR, qui est un indicateur qui permet de savoir si les investisseurs sont en train de prendre des profits ou de prendre des pertes dans la globalité. On peut utiliser cet indicateur pour avoir un biais directionnel sur le marché. Lorsque le SOPR est au-dessus de 1 et rebondit au-dessus de 1, on est dans un maintien de tendance haussière très très intéressant. Si mon graphique veut bien arrêter de faire une crise d'épilepsie, ce serait idéal. Juste attendre qu'il se rétablisse, voici comme ça. Très bien. Donc, marché haussier, tendance haussière soutenue lorsque le STH SOPR est maintenu au-dessus de 1. Les phases de transition vont amener des périodes de ralentissement qui vont ensuite se muer en phase de tendance baissière où le STH SOPR reste en dessous de 1 comme vous pouvez le voir. Et lorsqu'il va à nouveau essayer de repasser au-dessus du 1, et bah c'est qu'on est en train d'essayer d'installer une nouvelle tendance haussière. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, on en a parlé justement, c'est que le STH SOPR il était en train de repasser au-dessus de 1, mais on attendait de voir s'il le faisait de manière viable. Et là, pour l'instant, il a l'air de se maintenir au cours des derniers jours, dernières semaines, avec la dernière poussée qu'on a eue là. Eh bien, il a l'air de se maintenir de manière assez viable. Donc, on pourrait clairement être dans le scénario d'avril-mai 2025, fin avril, début mai, où après une période où le STH SOPR était passé en dessous de 1 de manière absolument durable et qu'on avait eu des pics de prise de perte assez importants qui marquaient des capitulations locales, et bah le prix a fini par se rétablir, le STH SOPR a fini par repasser au-dessus de 1 et donc a relancer une nouvelle tendance haussière. Donc là, je suppose que nous sommes très très proches de ce cas-là. Il faudra voir dans les prochaines semaines si on arrive à passer au-dessus des 98, 100, 100 000. Il y a de fortes chances que ce signal se confirme et qu'on puisse avoir une jolie tendance haussière. Donc ça c'est pour le court terme. Je vais mentionner rapidement aussi les niveaux de liquidité qui sont assez importants, notamment la liquidité longue en dessous du prix actuel entre les 90 et les 96 qui représente un danger qui à mes yeux absolument considérable. Il va falloir faire très très attention, mais on a encore de la liquidité à aller chercher au-dessus aux alentours des 98 puis aux alentours des 110 000 ensuite, quoique au niveau des 110 000 je pense que ce sera déjà plus le même gâteau, mais aux alentours des 98 là comme on peut le voir, ce qui coïncide particulièrement bien avec le prix réalisé des investisseurs à court terme, on a certains spéculateurs qui essayent de verrouiller le prix. Donc l'idéal bien sûr c'est qu'on aille chercher ici un ralentissement de la tendance locale, ici la petite correction, qu'ensuite on vienne taper les 100 000 pour aller chercher plus haut. Sachant que la hausse qu'on a eue au cours des dernières semaines, elle est due à deux facteurs, à la fois une demande spot qui a commencé à reprendre, mais aussi clairement des liquidations short qui elles du coup ont fait bouger le prix vers le haut mais ne donnent pas nécessairement une tendance viable. Donc il faudra à la semaine prochaine aussi surveiller
les flux de tendance spot sont au beau jour. Je vous ai partagé l'analyse publique là vendredi qui parle justement des flux de tendance spot qui sont en train de revenir en hausse. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, vous la trouvez dans le chat analyse. On a déjà de belles choses qui sont en train de se faire au niveau de cette demande spot, donc idéalement on pourrait avoir donc la continuation haussière, c'est ce que je suppose. Voilà pour le court terme, donc portez très attention au niveau des 98 qui doivent être franchis. Si jamais c'est le cas, il faut aller vérifier qu'on reste bien au-dessus de 1, mais il n'y a pas de souci de mon côté là-dessus. Et idéalement il faudrait qu'on n'aille pas rechercher trop bas en dessous des 90 parce que sinon on pourrait aller invalider le signal haussier qu'on est en train de construire avec du coup une cascade de liquidation longue entre 90 et 85 grosso modo qui serait particulièrement dommageable, donc particulièrement voilà, donner attention à ça. Ensuite, je vais vous parler du Bitcoin Momentum Oscillator que vous connaissez, mais cette fois-ci, je vais vous parler d'une nouvelle méthodologie que je suis en train de bidouiller. Vous savez, je suis toujours en train de développer et de bidouiller 2-3 trucs. Et en fait, comme vous le savez, j'utilise des moyennes historiques, ce qu'on appelle des cumulative mean, auxquelles j'adosse des écarts types pour essayer de faire des études statistiques sur l'ensemble du set de données de plusieurs données, notamment le pourcentage de francs profit, le MVRV et le SOPR. Et donc, ces métriques, auparavant, j'utilisais des moyennes historiques et là, je me suis un peu amusé. Au lieu de mettre des moyennes qui prennent l'ensemble des données depuis 2010, eh bien, j'ai fait des moyennes sur seulement 4 ans, en commençant par 2013. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, l'analyse statistique est légèrement plus sensible, légèrement plus adaptable. Elle ne prend pas en compte un set de données qui est fixe depuis 10 ans et du coup qui est particulièrement normalisé et qui évolue peu avec l'évolution de la métrique. Là on a un set où vous le voyez, il y a des fluctuations qu'on est capable de voir à l'œil nu, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les autres données. Et ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant parce que ça nous donne des signaux qui sont un peu plus frais, qui sont parfois un peu plus comment dire, légitimes parce qu'ils ne prennent en compte que les 4 dernières années d'historique de prix ou de comportement de données on-chain. Et ça, finalement, ça donne un signal qui est vachement plus réactif que si on s'arrêtait sur l'ensemble de toutes les données. On prend seulement les 4 dernières années en moyenne. Et finalement, ça nous donne des signaux qui sont assez intéressants. Et du coup, je voulais vous en parler un peu aujourd'hui. On va faire une review rapide des données, mais c'est plutôt l'indicateur en soi qui m'intéresse. Mais dans l'ensemble, ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que on a la moyenne sur 4 ans, ici, qui va nous servir de seuil de référence. La moyenne sur 4 ans avec un écart type au-dessus qui va nous servir de limite haute où vraiment là on peut commencer à avoir des risques de surchauffe du marché. Et à l'inverse, on a la moyenne sur 4 ans avec une limite basse ici qui va nous donner les opportunités d'achat, les périodes où le Bitcoin est le plus en survente entre guillemets. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir que le pourcentage d'offres en profit, qui est du coup le total de tous les BTC détenus en profit sur l'offre en circulation, il est de nouveau de retour aux alentours des 76-75%, qui est à la fois la moyenne sur 4 ans et à la fois la moyenne historique. C'est quasiment les deux mêmes données. Et c'est à ce niveau-là, aux alentours de ces moyennes statistiques, que le cours du BTC passe entre guillemets d'un territoire de marché haussier à un territoire de marché baissier. En dessous des 75% d'offres en profit, on est en territoire de marché haussier. En dessous de 75% d'offres en profit, on est en territoire de marché baissier. Et donc là, on vient d'avoir notre premier signal qui indiquerait que sur cette donnée en particulier, on est en train de récupérer le territoire de marché haussier alors qu'on l'avait perdu aux alentours de l'invalidation des 100 000 comme on en avait déjà parlé entre octobre et novembre. On peut faire la même chose, exactement la même chose avec le MVRV. Et comme vous vous en souvenez peut-être avec les autres études statistiques, là je vais par exemple prendre la moyenne haute historique, et bien la moyenne haute historique elle donne pas du tout les mêmes signaux que la moyenne haute sur 4 ans. Si vous regardez, la historique, on n'a pas de signal de saturation haussier pour août et mai 2025, alors que si on prend la moyenne sur 4 ans, si je me trompe pas, si on prend la moyenne sur 4 ans, eh bien on retrouve des signaux de saturation. Donc on voit bien qu'ici on a un signal qui est beaucoup plus réactif. Et je pense que je vais utiliser de plus en plus cette méthodologie parce qu'elle nous permet de cibler de manière encore plus précise et de plus fidèle en fait les signaux on-chain au fur et à mesure du temps qui passe, surtout sur les 4 années glissantes. Donc tout ça pour dire que on avait réussi à invalider la moyenne à long terme, donc ici la moyenne à 4 ans du MVRV, ce qui nous indiquait qu'on avait des investisseurs qui commençaient non pas à être en perte, parce que la perte elle est en dessous de 1, mais qui commençaient en tout cas à être statistiquement plus en territoire de marché haussier, on n'était plus dans les conditions les plus idéales pour une tendance haussière, et là on est juste en dessous du 1.7, on n'est pas encore retourné au 1.7 mais on est juste en dessous, et il y a des chances pour qu'on puisse avoir une forme de rétablissement un peu comme ce qu'on a connu aux alentours de juillet 2021, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard de l'aspect
comparaison avec le cycle précédent parce qu'il y a quelque chose d'assez important à observer. Et on a aussi le SOPR. Donc le SOPR qui est, comme vous le savez, le pourcentage, enfin l'indicateur de prise de profit ou perte des investisseurs là dans la globalité du marché. Et l'indicateur ici il fonctionne très très bien, hein. Il a vraiment ici des phases d'expansion qui nous indiquent les prises de profit où la pression d'offre va augmenter et le prix va ralentir. Ensuite le prix ralentit, donc la prise de profit aussi. On atteint un moment de capitulation où la prise de perte passe en dessous ici du seuil statistique sur 4 ans. Et ensuite on a un rétablissement avec un rétablissement au-dessus de 1 et de la moyenne ici en bleu, et on a une nouvelle phase d'expansion avec de la prise de profit. Ensuite le prix ralentit à cause de la pression de vente, donc on ralentit, on repasse en dessous de 1, on a à nouveau une perte de capitulation, et ensuite on rétablit et on a à nouveau une phase de reprise de profit très élevée, et ensuite on redescend. Enfin vous voyez le cycle, hein, expansion, contraction, capitulation, expansion, contraction, capitulation, expansion, contraction, capitulation. Et ensuite après la capitulation, qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle phase d'expansion. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les premières prémices d'une nouvelle phase d'expansion, à la fois d'un point de vue technique, comme vous avez pu le témoigner, mais aussi d'un point de vue on-chain, parce que le SOPR est passé au-dessus de 1, il est en train de se maintenir au-dessus de 1 depuis plusieurs jours, c'est déjà assez cool, et surtout, il est en train d'essayer de refranchir sa moyenne sur 4 ans, donc exactement ce qu'on a connu juste avant les nouvelles phases d'impulsion haussière des tendances haussières précédentes, aux alentours de la octobre 2024 ou avril 2025 par exemple. On est clairement dans ce genre de contexte. Donc évidemment, il va falloir attendre un petit peu pour avoir les confirmations de ces signaux. Là, je vous parle de signaux qui sont légèrement précurseurs à une semaine près, mais c'est des observations que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est plutôt prometteur. Et donc j'espère que la semaine prochaine, on aura donc les confirmations de ces tendances qui sont en train de se former. Vraiment d'un point de vue on-chain, là c'est très très propre ce qui est en train de se passer. Et donc on retourne sur notre momentum oscillator qui du coup est la synthèse des 4 signaux, les 3 signaux précédents, excusez-moi. Je vais vous le montrer ici. On va avoir un signal pour le pourcentage d'offres en profit, un signal pour le MVRV, un signal pour le SOPR. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le pourcentage d'offres en profit offre son premier signal à nouveau haussier. Et ça c'est super intéressant parce que ça fait un moment en fait qu'on était rentré dans le territoire baissier et que c'était pas très très prometteur en termes d'action de prix. Et là on est en train d'avoir un rétablissement, des prémices de rétablissement qui pourraient potentiellement nous amener vers une nouvelle tendance haussière. Et ça c'est exactement ce que j'aimerais voir. Et c'est pour ça que je me projette en me demandant, est-ce qu'on est en fait dans cette phase entre mai et juillet 2021 où il y a une correction, une capitulation et ensuite on reprend, ou est-ce qu'on est dans cette phase entre décembre 2021 et mars 2023 où en fait on a déjà atteint le sommet de la tendance haussière, on corrige bien violemment, ensuite on reprend pour faire un dead cat bounce, pour donner un faux signal de reprise, et après le prix y baisse. Là c'est ma question et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Il y a plusieurs éléments qui permettent d'infirmer ou de confirmer l'une de ces deux thèses, mais dans l'ensemble, est-ce qu'on est vraiment sur une période de ralentissement, après on a un rebond, ou est-ce qu'on est sur une période de ralentissement et après on a un dead cat bounce? Donc là la vraie question c'est, est-ce qu'on va avoir un rebond viable ou est-ce qu'on va avoir un dead cat bounce sur le cours du BTC? Et pour l'instant avec les données actuelles, il est trop difficile de le savoir. Ensuite, petit tour pour finir cette analyse avec la topographie du marché. On voit actuellement qu'on a des clusters d'accumulation de BTC qui sont très visibles. On a notamment de l'accumulation entre les 82 et les 98. Donc là, on est vraiment dans une fourchette entre 82 et 98 où il y a beaucoup de BTC qui ont été accumulés. Et ensuite, l'autre fourchette, elle est aux alentours des 100 000 jusqu'aux 120 000 à peu près. Et donc en fait, tout l'enjeu de la tendance actuelle, c'est de nous faire passer de ce cluster ici des 80 à 98 au cluster suivant qui est le cluster des 100 à 120 000 dans lequel on va pouvoir évoluer du coup entre 100 et 120 000 idéalement. On voit bien ici qu'il y a un petit gap entre les deux avec beaucoup moins d'accumulation aux alentours de 58 qui nous permet du coup de créer une scission entre ces deux clusters. Et ce qui m'intéresserait ici, ce serait de savoir si on arrive franchement à passer au cluster précédent, au cluster suivant ou pas. Et dans le cas d'un dead cat bounce, on va aller chercher les 100 000, 105 000 et ensuite on va réintégrer ce cluster et on va rentrer dans le bear market de manière sérieuse en allant dans les clusters qui sont plus bas, aux alentours pourquoi pas des 60 à 40 000, 60-50 000. Et si on a un rebond qui est viable, on va réussir à récupérer le cluster et ensuite on va aller chercher le haut de ce nouveau cluster aux alentours des 115-120 000. Donc on a deux scénarios ici. On vient tester le cluster, on passe vite fait dedans et ensuite on invalide, on récupère l'ancien cluster et on passe vers les clusters en bas. Ou sinon on a un rebond qui est viable et pas un dead cat bounce. Donc là on rentre dans le cluster, on va chercher le haut du cluster, on essaie d'évoluer un peu dans ces niveaux là pour ensuite aller chercher de nouvelles phases de prix. Deux scénarios, le rebond ou le dead cat bounce. Pour l'instant il est trop pour le savoir. Ce seront les comportements des investisseurs la semaine prochaine qui vont nous permettre de savoir en fait
comment le marché va se comporter. Là, on n'est clairement pas sur une analyse qui est prédictive de mon point de vue pour de l'on-chain. On est sur une analyse qui est descriptive, mais avec la description du contexte actuel, on est capable de savoir qu'il y a deux scénarios les plus probables, le scénario du dead cat bounce ou du rebond. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on est plutôt sur un scénario de rebond comme ici ou un scénario de dead cat bounce comme ici. Ça m'intéressera aussi d'avoir votre point de vue pour le projeter sur les prochaines semaines. Et on va finir avec un petit suivi des liquidités, des rotations de capital sur le marché du BTC. Ici, sur ce graphique, vous avez l'ensemble des liquidités qui sont sur le marché du BTC avec les dominances donc du Bitcoin en orange, des stablecoins en vert, des altcoins en rose et de l'Ether en bleu. Bon. Classiquement, dans un contexte de correction, les capitaux vont s'orienter vers le Bitcoin et les stablecoins qui sont les valeurs refuges. C'est pour ça que durant la correction ici, on a pu voir beaucoup de capital qui allait vers les stablecoins notamment. Depuis quelques semaines, on a observé quelque chose de différent. On a vu à la fois la dominance des stablecoins et du Bitcoin baisser lorsqu'on a eu l'impulsion haussière ici de début janvier, avec une hausse de la dominance ici en rose des altcoins. Donc on avait vraiment un comportement qui pouvait être un signal précurseur d'alt season. Pourquoi ? Simplement parce qu'on avait les capitaux qui quittaient les valeurs refuges comme les stablecoins et le Bitcoin pour aller s'orienter vers les valeurs les plus risquées du marché actuellement que sont les altcoins. Donc ça c'est clairement pas un signal anodin et je voulais voir si ça allait continuer au cours des prochaines semaines. Manifestement ça ne continue pas parce que notre deuxième impulsion qu'on est en train d'avoir actuellement, on a toujours une chute des stablecoins, ce qui veut dire que les capitaux sont en train d'être investis quelque part, mais on a à nouveau une hausse du BTC, une hausse de l'Ether et une chute des altcoins. Donc là on a l'impression que finalement la prise de risque elle est plutôt modérée et qu'en fait les investisseurs sont en train de s'orienter plus sur l'Ether et plus c'est les altcoins et de pas pour l'instant en tout cas de moins regarder les altcoins, plutôt l'Ether et le Bitcoin. Voilà ce que je voulais vous présenter comme données pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est bien, si c'est pas bien, si vous voulez que je regarde potentiellement d'autres données, parce que c'est vrai que là pour l'instant je regarde des données assez ciblées en ce moment, je me répète peut-être un petit peu, mais c'est aussi pour que ça s'ancre en vous et que vous ayez un suivi régulier, qu'il y ait de la cohérence, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on s'intéresse sur d'autres sujets au cours des semaines à venir. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle analyse on chaîne. Bye bye.